Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin, merci d'être présent. Je m'appelle Alexandre Boucher, je suis directeur de Clarté, comme le disait Valérie, et ce matin on va parler de métaverse. Ce titre volontairement un peu provocateur questionne, vous pose un peu le sujet, c'est la difficulté de définir ce qu'est le métaverse. Ça fait plus de 2 ans qu'on en parle beaucoup, mais sur lesquels on a du mal à s'accorder sur une définition. On va essayer d'avancer ensemble là-dessus ce matin. Et puis il y a une deuxième question sous-jacente, c'est est-ce que ce métaverse intéresse quelqu'un réellement, au-delà du phénomène de buzz qu'il y a pu avoir, au-delà de nombreux investissements et d'usages qui existent, est-ce que les consommateurs, vous, par exemple, vous êtes intéressés par cette technologie? Si vous êtes là, vous avez déjà franchi un pas, je pense, mais vous êtes probablement sceptique ou interrogatif, comme de très nombreux Français et consommateurs à travers le monde. Une mini-parenthèse peut-être en introduction aussi pour vous parler de qui on est. Clarté, c'est un centre de ressources technologiques qui est basé à La Valette depuis 1996 et qui s'intéresse aux technologies de XR. Par XR, j'entends la combinaison de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte, tous ces trucs, réalité quelque chose, et de plus en plus aussi de sujets autour de l'IA et du machine learning pour venir enrichir ces technologies en termes d'interaction avec l'utilisateur. Et notre vocation, c'est d'accélérer l'adoption de ces technologies en offrant aux entreprises, aux organisations, des services d'accompagnement sous forme de conseils, de développement sur mesure ou de programmes de R&D. Venons-en à notre sujet métavers. Alors, petite parenthèse orthographique, en français on est métavers sans le E à la fin avec un accent. Et si vous êtes en anglais, metaverse, vous ne mettez pas de E et vous mettez un E à la fin. Voilà, ça c'est juste pour essayer de faire les choses proprement à l'avenir. On voit ce terme écrit sous toutes les manières. Certains mettent un M majuscule pour désigner le concept. Et le petit M serait une implémentation, c'est-à-dire qu'un monde virtuel, un métaverse, celui dans lequel vous allez vous divertir, on mettrait un petit M, et le M majuscule serait le concept, un peu comme Internet, normalement on met toujours un I majuscule. Bon, bref, fin de considération grammaticale. Venons-en à ce sujet. En 2021, il se passe quelque chose qui crée un engouement public. De nombreuses personnes se mettent à rechercher sur Google, ça c'est un outil Google qui analyse les tendances, se mettent à rechercher ce terme et on voit une réelle explosion là. Il y a une trace en 2004, je ne sais pas si c'est un bug dans l'algorithme Google ou si s'est passé quelque chose en 2004, en tout cas je m'en souviens pas, j'ai pas la ref, mais vraiment tout s'accélère à l'été 2021. Pourquoi? Parce qu'à l'été 2021, Facebook, à l'époque, dit on veut se lancer dans un sujet qui est le métaverse. Ça, c'est ce qu'ils disent au mois d'août. Et en décembre, ils enlèvent le drap qui était posé depuis quelques jours sur ce panneau à l'entrée du siège social, et Facebook devient Meta. En quelque sorte, ils prennent le concept, devient leur nom, donc c'est osé, mais bon, c'est un groupe d'envergure suffisamment important pour oser faire cela. Et on est aussi dans un contexte, en décembre 2021, c'est encore un peu moins le cas aujourd'hui, mais encore un peu, où Facebook a mauvaise presse, il y a des lanceurs d'alerte internes chez Facebook, il y a une action qui est en baisse, des problèmes sur les revenus d'activité de Facebook, les actionnaires qui commencent à se dire est-ce que c'est normal de perdre des dizaines, voire 30 milliards de dollars par an. Et donc ce nom intervient aussi dans un moment où probablement la marque doit se réinventer, ou en tout cas essayer de prendre un nouvel élan. Et donc on a la conjonction de ce besoin de se renommer et des progrès issus de nombreuses années de R&D qui commencent à rendre des produits disponibles sur le marché, c'est-à-dire les casques de réalité virtuelle de chez Meta. Et donc la conjonction des deux fait qu'ils prennent ce nouveau logo et ce nouveau nom. Au même moment, on est début 2022, on commence à avoir des annonces d'investissements massifs connotés au terme métaverse. Microsoft dit « je veux racheter Activision, Blizzard et Activision, qui est un des plus gros éditeurs de jeux vidéo au monde, et dans le communiqué de presse où ils annoncent leur intention de les racheter,
j'ai pu pas dire le chiffre, il est dans mes notes, mais je suis aussi quelques milliards, plusieurs milliards de dollars. Ils disent on veut racheter cette société pour avoir les briques technologiques pour construire le métavers. Les investissements d'école, quand on suit sur les sites qui suivent les levées de fonds et qui connotent ça à un terme métavers, on est sur des dizaines de milliards de dollars qui sont dépensés entre octobre 2021 et l'été 2022. Donc il y a les banques, peut-être la Silicon Valley Bank d'ailleurs qui a coulé avant-hier, investissent massivement de l'argent dans des startups autour du mot-clé métaverse, comme si c'était un peu une nouvelle ruée vers l'or, le next big thing, ce que tout le monde veut rechercher, et donc des investissements massifs. Epic Games, on est encore dans le monde du jeu vidéo, c'est un studio, on va dire, des gens qui ont des solutions techniques, qui éditent des jeux, dont Fortnite pour le plus connu, investissent avec Lego, là je crois qu'on est sur 2 ou 3 milliards de dollars, avec pour communiqué de presse l'idée de construire un métaverse pour les enfants. Et donc ça aussi suscite l'intérêt du grand public, puisqu'on se dit, cette histoire du métaverse, si ça commence aussi à toucher nos enfants, il va peut-être falloir qu'on s'y intéresse. Et puis pour finir sur ce panorama, ça c'est quelques couvertures de presse dans les débuts des années début 2022, où on voit apparaître des chiffres tous plus importants les uns que les autres. On commence à parler de trilliards de dollars comme une opportunité de marché. D'ici des échéances assez courtes. Et c'est là où on observe un décalage entre les annonces de Meta qui dit moi j'ai une vision technologique à 10 voire plus années, et la presse qui dit tout de suite que d'ici 2025, d'ici 2030 peut-être pour certains, on va créer un nouveau marché qui représentera des milliards de dollars. Mais finalement, de quoi parle-t-on? C'est un peu ça la question à laquelle il faut qu'on arrive à répondre et essayer de cadrer les choses. C'est difficile et il y a plusieurs manières d'aborder le sujet sans pour autant se prendre trop la tête, je dirais, essayer d'avoir une définition formelle. On n'est pas là pour être des ayatollahs et une définition formelle du métavers, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. On va essayer plutôt d'en distinguer des caractéristiques clés. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Quelques citations de personnes qui témoignent de leur vision de ce que serait le métaverse. Donc, chez Meta, par exemple, l'un des VP dit « Moi, le métaverse, pour moi, c'est un calque virtuel d'information que demain, tout le monde pourra vivre, expérimenter, comme une surcouche du monde réel. » Ce qui est intéressant dans cette vision long terme de chez Meta, c'est qu'on parle d'une nouvelle manière de consulter les données, qui n'est pas de la réalité virtuelle, qui n'est pas un écran d'ordinateur, mais qui est l'idée d'enrichir votre vision du monde réel. Donc on est plutôt dans un contexte de réalité augmentée. Chez Dolby, donc les gens qui sont dans l'audiovisuel, qui sont plutôt des diffuseurs de contenu que vous regardez sur votre télé, pour eux, le métaverse, c'est une forme d'expérience audiovisuelle. Donc là, on est clairement dans une vision du divertissement, de dire que c'est peut-être un des futurs médias qui vont vous permettre de vous divertir de manière audiovisuelle demain. Match Group, c'est un des gros investisseurs aux US sur des startups dans la tech. Eux, ils le définissent par un exemple. Dans une interview, cette personne, elle dit pour moi, le métaverse, c'est un bar dans lequel les gens vont se réunir demain. Ils pourront jouer du piano depuis chez eux, s'amuser avec leurs copains. Vraisemblablement, ils n'auront pas des verres réels ensemble. Mais ce qui est intéressant dans cette manière de présenter ce que pourrait être le métaverse, c'est l'idée sociale qui commence à apparaître. Une expérience qu'on va pouvoir vivre à plusieurs. Et ça, c'est une notion un peu nouvelle qui émerge au moment où on en parle à ce moment-là, même si des expériences sociales dans des mondes virtuels préexistaient par le passé. Et enfin, notre cher Bill Gates, lui, il le présente en disant le métaverse, c'est quoi? C'est le truc qui va faire qu'on ne fera plus des réunions avec des caméras 2D où on apparaît tous à l'écran tout plat dans une petite vignette. On va sortir de ce modèle carré de l'image pour rentrer dans des espaces 3D dans lesquels on évoluera sous la forme d'avatar pour travailler
se réunir avec nos collègues. Dans ces 4 définitions, on a des éléments clés constitutifs de ce que pourrait être ce concept du métaverse. Et je vous propose de le synthétiser de la manière la plus simple possible. Ça pourrait être ça. On pourrait dire que le métaverse, c'est plus un Internet que vous regardez, c'est un Internet dans lequel vous êtes plongé, immergé. C'est comment on va passer finalement d'un monde plat, à l'écran, flat, à un monde spatial que vous expérimentez de manière spatiale. Et si on va un peu plus loin, on pourrait dire que ça peut être une évolution d'Internet qui a 5 caractéristiques ici. La première, c'est que c'est un environnement qui est temps réel, donc qui est calculé par des machines en temps réel. C'est pas un film, c'est pas un podcast. C'est quelque chose qui est interactif, un peu comme un jeu vidéo. C'est la première caractéristique. La deuxième, c'est qu'il est constitué d'informations qui sont 3D. On parle pas de vidéo, on parle pas de texte, on parle pas d'images, on parle de scène, 3D, d'environnement, qui est interactif, c'est-à-dire que vous menez des actions dans cet espace virtuel et vos actions ont une conséquence. Vous pouvez, par exemple, bouger des objets, vous pouvez interagir avec un être humain virtuel, vous pouvez changer l'apparence de votre avatar, voilà. Et des expériences qui seront sociales. La vocation, c'est de créer des espaces dans lesquels vous allez pouvoir interagir avec d'autres personnes, une grosse dimension sociale, et persistant. Par persistant, on entend le fait que lorsque vous allez quitter cet espace virtuel, il a encore une existence numérique qui fait que d'autres personnes qui étaient avec vous peuvent y rester, et que si vous revenez demain, cet espace est encore là et est dans l'état que vous l'avez laissé, si vous l'avez configuré, par exemple, l'apparence de votre maison virtuelle. Donc 5 caractéristiques majeures, et vous voyez qu'ici je suis assez large, je ne prends pas de risque sur la définition à vous dire le métaverse c'est que la réalité virtuelle que vous faites dans un casque méta chez vous pour discuter avec des copains. Mais on va affiner petit à petit. Donc le métaverse en fait c'est un concept. Autour de ce concept, il y a plein de trucs qui sont des éléments nécessaires. Ça c'est un diagramme qui est issu d'un auteur américain qui s'appelle Matthew Ball, qui a sorti un bouquin assez intéressant récemment, où il dit le métaverse en fait c'est l'agrégat de plein de choses. Du hardware, des dispositifs qui nous permettent de consulter ce monde virtuel, on va utiliser ce synonyme même si c'est dangereux. C'est des algorithmes, donc c'est compute, là c'est de nouvelles manières de rendre ces espaces virtuels interactifs. C'est du networking, donc des infrastructures réseau nécessaires à rendre cette expérience sociale possible. Vous êtes tous aux 4 coins du monde et il faut que vous puissiez communiquer. C'est des implémentations, donc des mondes virtuels spécifiques à tel ou tel usage. Certains pour vous divertir, certains pour travailler. On reparlera de ça tout à l'heure. C'est des standards et des outils qui permettent à ces différents mondes de se parler. C'est des services de paiement, parce que dans cette vision du monde virtuel demain, vous allez vraisemblablement, vous êtes un consommateur, donc on va vous proposer d'acheter des choses, et il faudra donc des services de paiement dans ces mondes virtuels. Et c'est là où on peut faire le lien avec des thématiques comme les crypto-monnaies, comme le bitcoin, etc., même si il est fort probable que dans les métaverses, on n'achète pas des choses qu'avec des monnaies crypto, on achètera vraisemblablement aussi des choses avec des euros. Et puis pour finir, dans ces métaverses, c'est des contenus, des services, des objets que vous allez acheter, et c'est là où on fait le lien avec la notion de NFT, peut-être certains d'entre vous qui seront là cet après-midi. Le NFT est un certificat de propriété d'un bien numérique, ou réel, et en tout cas ce certificat sous forme numérique, il atteste de votre propriété, et donc c'est là où ça devient intéressant, que dans les mondes virtuels, vous puissiez attester que vous possédez tel ou tel objet. Donc, si je finis ma définition et que je la complète un petit peu, c'est la même que tout à l'heure, donc temps réel, 3D, interactif, social et persistant, et là je viens un peu préciser, dans cette vision du métaverse, vraisemblablement, il sera de plus en plus expérimenté, vécu, grâce à des terminaux de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Je dirais que c'est nécessaire cette évolution, en fait je l'appelle de mes voeux, parce que
Si j'enlève cette évolution-là, c'est des choses qui existaient déjà. Un monde temps réel, 3D, interactif, social et persistant, ça s'appelle Second Life, ça s'appelle Fortnite, ça s'appelle tout ce que vous voulez, les Sims. Et finalement, c'est des choses qui existent depuis 20, 30 ans. L'évolution, c'est peut-être un passage à l'échelle, mais c'est a priori surtout le fait de vivre ces mondes-là au travers de dispositifs immersifs ou de réalité augmentée. Et une évolution aussi, c'est cet aspect d'une économie virtuelle qui atteste de votre possession des objets et qui sera a priori vraisemblablement basée sur des trucs décentralisés comme des crypto-monnaies et des NFT pour attester de vos propriétés. Difficile un peu comme définition, mais je pense qu'elle vous donne des clés peut-être de lecture sur le fait de distinguer des choses qui existaient dans le passé et des choses qui arriveront demain. Alors, la question, c'est une question aussi, c'est est-ce que c'est une opportunité pour les entreprises et plus largement pour l'innovation, malgré un scepticisme ambiant. Je fais l'hypothèse qu'il y a un scepticisme ambiant, mais je l'ai vécu comme ça depuis plus d'un an maintenant, où je suis souvent interrogé, je dirais, sur ce métaverse. J'entends énormément de critiques, et souvent à juste titre, de dire mais à quoi tout ça sert? Est-ce que c'est ça l'avenir de nos enfants, d'acheter des baskets virtuelles dans Roblox? Est-ce que c'est ça l'avenir du travail, de rester chez soi avec un casque de réalité virtuelle sur la tête? Est-ce que c'est ça l'avenir de la planète, des gens comme dans Ready Player One, qui sont dans un monde affreux, coincés dans un container et qui vivent des expériences ludiques dans le monde virtuel? Il y a un vrai scepticisme, il y a des vrais questionnements, et tous ces questionnements sont effectivement assez légitimes. Donc, est-ce que c'est un espace d'innovation, une opportunité pour les entreprises? On va essayer de dresser des tendances qui font que malgré ce scepticisme, je pense que ce concept est là quand même pour durer et qu'il devrait, ça donnerait mon avis, il pourrait advenir. Des tendances qui disent que ça devrait se passer. La première tendance, c'est qu'on est dans un contexte de progrès technologique constant et favorable au développement de ces technologies. On voit apparaître des casques de réalité virtuelle à bas coût, accessibles au plus grand nombre, encore un peu cher, mais on est à quelques centaines d'euros. On voit des progrès technologiques sur la réalité virtuelle. Je chante un truc, ouais, je sais. Voilà, ça. On voit apparaître des systèmes qui enrichissent la qualité de restitution de ces mondes virtuels. Aujourd'hui, vous pouvez les voir, vous pouvez les entendre. Demain, vous pourrez ressentir le poids des objets, des gens qui vous tapent dans le dos, vous pourrez ressentir des odeurs, vous pourrez finalement rendre de plus en plus floue cette frontière entre le réel et le virtuel. On voit aussi les progrès de l'IA constants, extrêmement rapides. L'unité de temps de l'innovation en IA, elle est passée de la dizaine d'années à l'année à la semaine. On vous a tous saoulés avec GPT-3 au mois de janvier. Attendez-vous dans les jours qui viennent à être saoulés par GPT-4 qui commence à arriver et ça progresse tellement vite qu'avec ces modèles-là, on peut imaginer demain générer des mondes virtuels à partir d'IA qui vont les créer, ces environnements, et on peut imaginer interagir avec des humains virtuels qui sont quasiment indiscernables d'un humain réel. On voit les progrès sur les infrastructures réseau, 2G, 3G, 4G, 5G, on parle déjà de 6G. À chaque fois, on fait au moins x10 sur les bandes passantes, x10 sur la réduction des latences. Donc les infrastructures réseau se déploient très très vite et sont favorables au déploiement du métaverse. Les puissances de calcul augmentent aussi, cette fameuse loi de Moore qui dit que la puissance double tous les 2 ans, ou 18 mois, elle est encore respectée. On grave aujourd'hui des processeurs à 3 voire 2 nanomètres entre les pistes. Je ne sais pas si vous imaginez cette échelle. On arrive bientôt à la taille d'un atome. Et ça continue de progresser, c'est assez incroyable. Donc, bref, des progrès technologiques qui sont là, qui font que imaginer ce monde virtuel ou augmenté avec des terminaux assez incroyables en termes de capacité de restitution et des simulations toujours plus réalistes,
ça semble jouable. La deuxième raison, c'est les investissements. On n'est pas en train de discuter de quelques millions de levées de fonds, là. On discute d'investissements qui se chiffrent en milliards. Pour Meta, que 2, c'est une enveloppe de R&D de à peu près 10 à 15 milliards de dollars par an. Ce n'est rien que ça. Ils ont licencié beaucoup de monde récemment, mais jusqu'à il y a assez peu, c'était plus de 10 000 personnes qui faisaient de la R&D. Et là, je parle de l'équipe R&D, je parle pas des équipes produits, développement. C'est la R&D, c'était 10 000 personnes. On a des gens comme Microsoft, Tencent, Nvidia, Unreal, tous ces gens-là ont beaucoup d'argent, ils ont gagné beaucoup d'argent pendant la crise Covid, et ils investissent massivement en R&D là-dessus. Même si c'est quand même un tout petit peu annoncé, on observe un shift là depuis quelques mois où les investissements vont plus vers l'IA que vers le métavers, parce que les progrès de l'IA sont tellement rapides qu'ils n'étaient presque pas, je pense pas autant anticipé en termes d'investissement R&D, et que OpenAI a déclaré la baston en disant moi je vais sortir ChatGPT 3 avant même le 4, et tout le monde s'est un peu paniqué, Code Rouge chez Google et autres. Donc on a réinvesti plus dans l'IA en ce moment parce qu'on pense qu'il y a une opportunité business plus court terme que les 10-15 ans évoqués pour le métavers. Troisième raison, des cas d'usage qui sont finalement hyper divers. Je ne vais pas en dire plus, ce sera redit dans l'intervention suivante. Mais grâce à ces technos, on peut imaginer faire plein de choses, et plein de choses qui peuvent avoir du sens. Et il faut quand même avoir du sens pour qu'une technologie se déploie, et ça semblera, a priori, ça pourrait être le cas. Quatrième tendance, l'économie. Alors le e-commerce, ça peut sembler ringard ce mot-là, mais c'est quand même la réalité. On est passé d'un monde où soit on achetait sur Internet, soit on achetait dans un magasin. D'abord on achetait dans un magasin, après par correspondance, après sur Internet. Après on est venu un peu fusionner tout ça, d'omnicanal à multicanal, bref. Tout ça demain deviendra vraisemblablement un gros mix. Vous achèterez un produit, puis vous pourrez l'acheter un peu partout. Vous pourrez l'acheter, le SAV, l'usage du produit, tout ça va devenir très hybride. Vous acheterez peut-être un bien physique, mais que vous pourrez utiliser dans le monde virtuel. Tout ça peut sembler assez étrange, mais pour les générations les plus jeunes, est finalement assez naturel. Si on regarde par exemple le monde du jeu vidéo, avant, le monde du jeu vidéo gagnait de l'argent quand on vendait un jeu. Vous achetiez un jeu, 50 €, 60 €, 70 €. C'était ça la source de revenus. Aujourd'hui, c'est encore une petite source de revenus pour certains jeux, mais le vrai business model du jeu vidéo aujourd'hui, c'est les achats in-game, dans le jeu. Vous avez soit un jeu gratuit, soit un jeu que vous avez payé parce qu'il a coûté très cher à développer, donc vous avez mis 50 balles, mais c'est que le début des achats. Vous allez acheter un skin pour votre personnage, vous allez acheter une nouvelle arme, vous allez acheter un nouvel accessoire, et on est à plus de 75% du revenu de l'industrie du jeu vidéo, c'est les achats in-game, donc des populations plutôt jeunes, même si la population des joueurs elle vieillit et c'est normal, qui dépensent de l'argent dans ces mondes virtuels pour avoir des propriétés virtuelles pour être meilleurs que les autres, ou plus jolis que les autres, ou différents des autres. On voit déjà des expériences en 2022, par exemple, de monde virtuel. Je ne sais plus qui c'était, je ne sais pas si c'est Pixalos ou je sais pas qui, mais... Non, c'était Dominos. On était dans, je crois, j'ai pas le note, je crois que c'était son box ou des Decentraland, et vous commandiez une pizza dans le jeu, vous payiez avec la monnaie du jeu, et vous faisiez livrer chez vous. Comme ça, vous n'étiez même pas obligé de sortir du jeu pour passer un coup de fil pour commander une pizza. Et ça, c'est pas la valeur des cryptos, mais c'est le nombre d'adresses, c'est-à-dire le nombre de jetons émis et possédés. Et c'est en croissance continue, malgré le fait que la valeur est baissée. Ce qui fait que demain, des crypto-monnaies, vraisemblablement, vous serez de plus en plus nombreux à en posséder, et donc vous pourrez acheter dans ces mondes virtuels. Cinquième tendance, c'est les tendances démographiques. On est sur une technologie nouvelle, donc qui va quand même a priori plutôt s'adresser dans un premier temps à des publics jeunes. Prenons l'exemple de Roblox. 70%, et ça c'est la courbe de progression de leurs utilisateurs, on est en 18-19. C'est plus de 70% des utilisateurs, ils ont moins de 16 ans. C'est-à-dire qu'on a des mondes virtuels déjà un peu collaboratifs, déjà un peu persistants. Ils ont juste la couche réalité augmentée pour être réalité virtuelle pour être dans un métaverse.
qui sont expérimentés et animés par des publics extrêmement jeunes. Il y a... cette étude, elle commence à dater un peu, elle a au moins 3-4 ans, mais elle disait que quand on demande à un adolescent aux US combien de fois il voit ses amis par semaine, il va vous répondre je les vois, 40%, je les vois au moins 3-4 fois par semaine. Puis après, vous leur dites mais combien de fois tu les vois dans la vraie vie? Et là, on redescend ici à 24%. Et en fait, on fait exprès de poser cette question comme ça pour dire que quand on est aujourd'hui, quand on a 14-15 ans, si on dit quand est-ce que tu as vu tes copains, eh bien on ne fait plus trop la distinction entre le monde réel et le fait d'avoir discuté avec lui, de s'envoyer des trucs sur TikTok, d'avoir fait des vidéos, des FaceTime, etc. Donc cette frontière entre relations sociales réelles et relations sociales expérimentées au travers d'un dispositif digital, elle devient de plus en plus floue pour les publics les plus jeunes. Et un truc qui n'était peut-être pas forcément pressenti, c'est que sur des populations jeunes, plutôt dites éco-conscientes, pour certains, et la plupart d'entre eux, l'idée d'acheter un bien virtuel, c'est un motif écologique. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que acheter une paire de Nike virtuelle, ça a moins d'impact pour la planète que d'acheter une paire de Nike réelle fabriquée au Pakistan par un gamin qui a pris le bateau et qui est arrivé jusqu'à chez nous. Donc, là où nous, les plus âgés, on a tendance à dire oui, mais le numérique, ça a un impact environnemental qui est dangereux, ça consomme, les data centers et tout ça, les populations les plus jeunes se disent non, mais avec le numérique, finalement, on réduit notre impact environnemental puisqu'on ne fabrique pas de produits. Je ne sais pas si le bilan est aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose à imaginer, à réfléchir. Dernière tendance, ce qu'on appelle l'économie des créateurs, c'est-à-dire que ces plateformes aujourd'hui, les TikTok, les Roblox, les YouTube et autres, sont animés par des créateurs qui gagnent leur vie en créant des contenus. Et du coup, ils peuvent aussi devenir potentiellement des influenceurs. Et ce sont ces gens-là qui vont devoir faire les métaverses vraisemblablement, puisqu'il va falloir créer une multitude de mondes virtuels. Il va falloir les animer. Et ça ne va pas être les marques, ça va pas être Epic, ou Unity, ou Nvidia qui vont animer ces mondes-là. Ça va être des créateurs de contenu métaversiques. Et quand on regarde ça, c'est le graphique de la somme totale qu'investissent les marques dans les relations aux influenceurs. Le fait de payer quelqu'un pour qu'il parle de la marque. C'est en croissance extrêmement vite. On commence à voir apparaître des influenceurs virtuels depuis déjà 5-6 ans, même un peu plus que ça. Des marques qui choisissent par exemple de s'incarner, non pas au travers d'une égérie ou d'un, je sais pas comment on dit au masculin, égérie, d'un homme ou d'une femme, mais ils choisissent des personnages virtuels pour incarner la marque. Aujourd'hui, ces personnages virtuels, ils peuplent Instagram ou autre, mais demain, ils peupleront des mondes virtuels. C'est-à-dire vous rentrerez peut-être dans le monde Chanel et vous serez entouré que de personnages à l'apparence idéale et aux fringues de Chanel ou ce genre de choses. Ces 6 tendances font que je suis persuadé qu'on va voir poursuivre ce développement du métaverse. J'aurais aussi pu faire les 6 raisons pour lesquelles il ne pourra pas advenir. Je n'ai pas les slides là, mais je peux en citer quand même 2. Je pense que la première raison qui ferait que le métaverse ne pourrait pas advenir, c'est celui de l'impact environnemental. On en parle de plus en plus. Est-ce que le développement du numérique à outrance est soutenable pour notre environnement? A priori, le développement du métaverse va nécessiter de nouvelles puissances de calcul, de nouveaux réseaux, de nouveaux terminaux qu'il va falloir fabriquer avec des terres rares, de nouveaux data centers qu'il va falloir alimenter avec de l'énergie. Et donc il y a une question qui se pose, c'est est-ce que le numérique représentant aujourd'hui 3,5% de la consommation d'énergie en France, si demain ça passait, si demain ça doublait, est-ce que c'est soutenable, tout simplement? Est-ce que c'est jouable? Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'on va créer des nouvelles consommations? A priori, c'est sûr qu'on va créer de nouvelles consommations et d'énergie et de ressources. Mais la question, c'est est-ce qu'on va économiser, par les usages rendus possibles par ces mondes virtuels,
des énergies et des ressources. Est-ce que le fait de faire vos réunions professionnelles dans le métavers va faire que vous allez moins vous déplacer et que vous allez du coup moins utiliser votre voiture et moins consommer d'énergie? Est-ce que le bilan de l'opération sera bon? Sur cet exemple, peut-être. Mais est-ce que le fait de passer les soirées dans un monde virtuel avec vos amis dans votre casque de réalité virtuelle, ça n'a pas plus d'impact que de les passer aujourd'hui en chattant sur WhatsApp? Ça, c'est la réponse, c'est non, ça consomme plus d'énergie d'être dans le métavers que sur WhatsApp. Donc, cet aspect de la soutenabilité environnementale, c'est un vrai problème. Et deux, les aspects, les inquiétudes, je dirais, du grand public par rapport aux risques que peut représenter ces mondes-là en termes d'addiction, en termes de déréalisation, d'éloignement du réel, etc., ça c'est un vrai sujet de société sur lequel je pense qu'il va falloir aussi se pencher. Est-ce que ce métaverse, il crée de nouvelles règles du jeu pour les marques, alors les marques ou les entreprises? Récemment, on s'empare souvent, et a priori on va voir s'emparer du métaverse de plus en plus pour des aspects commerciaux. Les marques veulent vendre des choses. C'est quand même un peu la finalité de toute entreprise, c'est de vendre quelque chose à un moment donné. Je pense que quelles nouvelles règles par rapport au métaverse? Il faut que les marques s'interrogent à savoir ce qu'elles veulent. Est-ce qu'elles veulent plus de visibilité, plus de notoriété, fidéliser une clientèle? C'est des questions assez classiques en marketing, mais il faut se les reposer sur le métaverse. Il ne faut pas aborder le métaverse comme un site internet. Ça n'a rien à voir, le public n'est pas le même, les capacités ne sont pas les mêmes. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais c'est des choses tout à fait différentes. Est-ce que c'est vendre des produits directement? Ça peut aussi être ça, et ça, on va commencer à le voir apparaître, et ça pose des sujets sur lesquels je vais revenir derrière l'interopérabilité, mais vous avez entendu parler dans la presse ces 12 derniers mois de produits virtuels, et on en parlera avec les NFT, je pense, cet après-midi. C'est une possibilité aujourd'hui. Est-ce que c'est une possibilité qui va se développer aussi vite qu'elle a démarré? Est-ce que c'était pas juste spéculatif? Ça, c'est des questions. Identifier les plateformes adaptées à l'objectif, on en reparlera tout à l'heure. Il y a des métaverses, ou en tout cas des mondes virtuels, des implémentations du métaverse qui sont, pour certaines, en réalité virtuelle, pour d'autres pas. Certaines utilisent des blockchains, d'autres pas. Bref, il y a un panorama énorme, il faut se faire accompagner pour choisir les bonnes plateformes. Il faut surtout concevoir des trucs qui tiennent la route. On a vu tellement d'expériences nulles ces 12 derniers mois. Peut-être, moi, ce qui m'avait marqué, c'était Monsieur Propre qui se lance dans le métaverse, où on voyait un petit bonhomme qui surfait sur une éponge dans un décor 3D. C'était juste un jeu tout pourri. Et il y a 6 mois, il y a 12 mois, on aurait parlé d'un jeu tout pourri, il avait parlé d'un métaverse Monsieur Propre. Donc ça n'avait aucun sens. Il y a eu des vraies réalisations de qualité, et je pense que les audiences sont hyper exigeantes sur ce qu'elles attendent. C'est-à-dire qu'on leur promet des métaverses, ça fait rêver, en tout cas ça évoque le futur. Il ne s'agit pas de fournir des expériences de piètre qualité, il faut vraiment innover, et il y a quelques exemples de réalisation. Vals, par exemple, dans Roblox, ça fait des trucs incroyables, où ils ont créé vraiment un monde, avec vraiment des interactions, avec vraiment une communauté, vraiment des magasins qui avaient du sens, etc., etc. Il faut vraiment faire des choses qui tiennent la route. Je vous parlais de l'économie des créateurs. C'est hyper important à considérer, alors ça reste plutôt de grandes marques, et de considérer que la valeur, elle va venir des usagers. C'est eux qui vont créer l'animation dans ces mondes virtuels. C'est eux qui vont les faire vivre. Si vous ouvrez un magasin et vous dites ça y est, j'ai ouvert un magasin virtuel, c'est un peu comme un site internet. Si vous ne faites pas le référencement, ça ne sert à rien d'ouvrir un site internet, c'est comme ouvrir une boutique au fond d'une allée dans une ville déserte. Dernier point, anticiper les risques pour la marque. Il y a eu des backlash, des retours de bâton très mauvais, typiquement Monsieur Propre. Mais on a vu des mondes virtuels dans lesquels des enfants, en tout cas des jeunes publics, se faisaient potentiellement embêter ou par des adultes. Imaginez que votre marque soit associée à ce genre d'usage, ça peut aussi être une mauvaise presse. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans les métaverses, on va rencontrer des risques qui sont les mêmes que ceux qu'on connaît sur les réseaux sociaux.
mais vraiment accentué par le caractère réaliste de ce monde virtuel. Vous faire insulter sur Twitter, c'est pas agréable. Mais vous faire insulter dans un monde virtuel avec quelqu'un qui est vraiment en face de vous, en synchrone, qui a une apparence physique et qui, par exemple, vous menace par une posture, c'est encore plus oppressant. Et je pense que des phénomènes de harcèlement dans les mondes virtuels, de harcèlement social, voire sexuel, seront une vraie problématique par le caractère réaliste de ces simulations. La menace sera perçue de manière encore plus réaliste. Et enfin, repenser les métriques de succès, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est aujourd'hui on mesure le succès d'une campagne physique ou numérique par le nombre d'achats, le nombre de likes, le nombre de visiteurs. Demain, dans ces mondes virtuels, je pense qu'il faudra définir de nouvelles métriques d'engagement et on pourra mesurer plein d'autres choses, mais on l'abordera pendant la table ronde. J'arrive bientôt à la fin, mais quelques enjeux quand même, tout ne sera pas si simple. L'interopérabilité, j'en dis juste un mot. Je vais dans le monde Gucci, j'achète mon sac à main Gucci, je mets 3000 balles dans le NFT, je suis content, je l'ai sur mon petit personnage virtuel, et puis dans 6 mois, le site Gucci, le jeu, il ferme, parce que l'éditeur n'est plus là, parce que Gucci, ça les intéresse plus. Qu'est-ce que j'en fais, ce sac Gucci 3D? Si je vais dans le nouveau jeu à la mode, il n'est pas compatible. Je ne pourrai jamais avoir mon petit sac Gucci sur mon avatar. Aujourd'hui, si vous achetez par exemple des skins pour votre personnage dans Fortnite, si Fortnite ça s'arrête demain ou c'est plus à la mode, vous avez tout perdu. Donc c'est la question de l'interopérabilité. Ce que j'achète dans les mondes virtuels, est-ce que je peux l'emmener ailleurs? Ce que je développe dans le monde virtuel, la maison dans Second Life, où j'ai passé 3 semaines à décorer ma maison, Second Life c'est plus à la mode, maintenant on parle d'un autre truc, et bien j'ai tout perdu. Donc comment faire demain pour que ces mondes virtuels s'entendent autour de standards qui permettent de transporter des propriétés d'un monde virtuel à l'autre? Ça, c'est un énorme enjeu. Le deuxième enjeu, c'est le cadre juridique, on en reparlera je pense tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans des espaces où il n'y a pas de régulation, vraiment. Donc on peut spéculer, perdre de l'argent, on peut potentiellement agresser des gens sans être inquiété, puisqu'on est encore sous un régime d'anonymité comme sur Internet, etc., etc. On peut faire rentrer des enfants dans un strip club virtuel. La régulation, ça aujourd'hui, tu cliques j'ai plus de 18 ans, il n'y a aucun problème. Regarder une vidéo porno, c'est une chose, mais imaginez-vous rentrer dans un club porno quand vous avez 12 ans, c'est encore plus d'impact qu'une vidéo. Donc si on reste sur ce régime d'anonymisation, dans les mondes virtuels comme sur Internet aujourd'hui, il faudra s'attendre à des dérives et à des trucs qui ne seront pas forcément rigolos. Et puis la protection des données personnelles, quand on pense méta, on pense vol de données, en tout cas exploitation de nos données personnelles. Ce sera encore pire dans Metaverse, potentiellement pire. On en reparlera tout à l'heure, mais on pourra enregistrer beaucoup plus de choses sur ce que vous allez faire, et donc en savoir beaucoup plus sur vous, et donc vendre encore beaucoup plus cher vos données, donc on cherchera à vous aspirer encore plus de données. Et clairement, le RGPD et toutes les régulations aujourd'hui ne sont pas du tout adaptées à ces mondes virtuels. Et donc on ne sait pas comment ça se passera. Ça y est, je suis arrivé à la fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a posé des questions. Et on a peut-être 5 minutes pour des questions et un échange si vous le désirez. Merci.